Et parlant du dialogue, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui à un dialogue? On a vu les amis être invités par le président burundais. Des gens vont en Angola. Mais vous, on ne vous voit pas. Kabila, on ne le voit pas. D'abord, nous sommes préoccupés par deux choses. La première, c'est... Nous constatons que M. Tshisekedi n'a jamais recouru à une occasion solennelle pour parler du dialogue. Et parler alors du dialogue tel que nous l'entendons, tel que les Congolais l'entendent. Toutes les fois que le président Tshisekedi parle du dialogue, c'est pour s'élever justement contre ce dialogue. Je pense en Belgique, ici, il avait dit ces dialogues-là, inclusifs et souverains qu'on sort, il faut attendre ma mort ou attendre que je quitte le pouvoir. En début d'année, il s'est adressé au corps diplomatique pour dire que c'est un dialogue selon lui, qui pourrait être organisé par des institutions qui, en passant, dont la légitimité est contestée. C'est ces dialogues-là auxquels il faut s'attendre. Il faut oublier tout ce dont les évêques parlent ou les politiciens parlent, lui n'est pas là. Et je me rappelle devant ses partisans, il y a une année, au deuxième congrès, je crois, de l'Union sacrée, il a dit que le dialogue se fera quand il le voudra et selon ses propres termes à lui. Et donc, moi, et c'est le deuxième point, nous sommes un peu dépités de voir la manière dont il embarrasse le président Tshisekedi, ses homologues. Parce qu'il pousse chaque fois ses homologues à se prononcer sur une question évidemment relevant de l'ordre interne. Et il les pousse plus loin parce qu'il veut l'aider à restaurer la stabilité du pays. Mais le premier concerné, lui, est ailleurs. La rationalité du premier concerné, ce n'est pas le Congo. Sa rationalité, c'est le pouvoir. Comment peut-il conserver le pouvoir le plus longtemps possible et au-delà des limites fixées par la Constitution? Et la question ici, c'est celle de savoir quel est le toupet que maintenant une clique de personnes a pour pouvoir défaire un contrat social qui a été noué par l'ensemble de la classe politique et sociale. Et je vous rappelle qu'en 2016, ce qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre aujourd'hui, qui a été conclu avec les concours de nos pères spirituels de l'Église catholique, ce contrat social a été renouvelé. Particulièrement dans ses dispositions tenant à la limitation des mandats. Et donc, il se pose la question de la légitimité du président Tshisekedi et des siens de pouvoir s'avancer sur un tel projet qui concerne la nation tout entière, mais de pouvoir le faire seul avec son parti et avec sa milice. Et c'est ça, les collectifs, pour lui, qui devrait changer un contrat social qui est censé lier l'ensemble du pays. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de la lucidité qui revient. Certains soutiens de Tshisekedi commencent à dire « Oui, vous avez dit que là, il y a eu le référendum, donc c'est encore le référendum qui va défaire. Mais quel référendum s'il y a deux provinces qui ne doivent pas participer, qu'on sort ?» Mais, originellement, l'esprit de cette constitution est tiré de l'accord global inclusif. Cet accord global inclusif a été, toutes choses restant par ailleurs, renouvelé dans l'accord de Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi, justement, ceux qui postulent que, oui, la constitution, là, c'était une constitution des belligérants, mais en 2016, il n'y avait pas de belligérants. Il n'y avait pas guerre au Congo. Mais Tshisekedi, qui est président aujourd'hui, a apposé sa signature à l'accord de Saint-Sylvestre, qui dit exactement qu'un président qui a déjà accompli 2 mandats ne peut plus
n'est-ce pas? Et de suite, aller vers un troisième mandat. Si donc, il pouvait mettre ce qui s'est passé en 2006 sur le dos des belligérants, mais l'accord conclu en 2016, lui, il en est signataire. Et parlant du dialogue, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui à un dialogue? On a vu nos amis être invités par le président burundais. Des gens vont en Angola. Mais vous, on ne vous voit pas. Kabila, on ne le voit pas. D'abord, nous sommes préoccupés par deux choses. La première, c'est... Nous constatons que M. Tshisekedi n'a jamais recouru à une occasion solennelle pour parler du dialogue. Et parler alors du dialogue tel que nous l'entendons, tel que les Congolais l'entendent. Toutes les fois que le président Tshisekedi parle du dialogue, c'est pour s'élever justement contre ce dialogue. Je pense en Belgique, ici, il avait dit ces dialogues-là, inclusifs et souverains qu'on sort, il faut attendre ma mort ou attendre que je quitte le pouvoir. En début d'année, il s'est adressé au corps diplomatique pour dire que c'est un dialogue selon lui, qui pourrait être organisé par des institutions qui, en passant, dont la légitimité est contestée. C'est ces dialogues-là auxquels il faut s'attendre. Il faut oublier tout ce dont les évêques parlent ou les politiciens parlent, lui n'est pas là. Et je me rappelle devant ses partisans, il y a une année, au deuxième congrès, je crois, de l'Union sacrée, il a dit que le dialogue se fera quand il le voudra et selon ses propres termes à lui. Et donc, moi, et c'est le deuxième point, nous sommes un peu dépités de voir la manière dont il embarrasse le président Tshisekedi, ses homologues. Parce qu'il pousse chaque fois ses homologues à se prononcer sur une question, évidemment, relevant de l'ordre interne. Et il les pousse plus loin parce qu'il veut l'aider à restaurer la stabilité du pays. Mais le premier concerné, lui, est ailleurs. La rationalité du premier concerné, ce n'est pas le Congo. Sa rationalité, c'est le pouvoir. Comment peut-il conserver le pouvoir le plus longtemps possible et au-delà des limites fixées par la Constitution?